Bonjour à tous, chers compatriotes, votre magazine Questions-Réponses. Je suis Fabian Varkou-Swanika. Je reçois pour vous Madame Justine Poyo Kassavoubou, ancienne candidate à l'élection présidentielle et en tout cas actrice politique installée pour le moment dans la diaspora, même si le parti politique se trouve en République démocratique du Congo. Et c'est la deuxième fois que je la reçois dans cette émission. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Koswanika. Alors, Madame, la nouvelle, nous allons essayer un peu de parcourir l'actualité, un peu comme nous le faisons avec tout le monde. L'Afrique, une fois de plus, vient de connaître un coup d'État, parce que c'est le cas de le dire. Bozizé a été chassé du pouvoir, lui-même en avait chassé un autre. Finalement, au niveau de vous qui êtes femme politique, vous pensez que c'est une bonne façon de pouvoir accéder au pouvoir en Afrique ? Mais écoutez, en tous les cas, ça soulève énormément d'interrogations. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec ce que nous avons connu il y a une cinquantaine d'années. Souvenez-vous, lorsque nos pays ont accédé à l'indépendance, rapidement, la souveraineté nationale de nos pays a été mise en difficulté et suivie par des coups d'État. Or, ces coups d'État, qu'est-ce que ça cache? Ça cache que l'enjeu de la géopolitique internationale est en marche. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une configuration analogue, c'est-à-dire que la géopolitique internationale focalise de nouveau l'attention à la fois pour les ressources en matières premières et pour les influences sur la République démocratique du Congo. Mais là, nous sommes en Centrafrique. Bien entendu. Et là, nous sommes en Centrafrique, mais la situation est tout à fait analogue dans ce sens que nous sommes aujourd'hui dans une constellation d'interférences internationales qui nécessite, par rapport aux multinationales et par rapport justement aux enjeux de la prédation de nos ressources, qu'il y ait des épreuves de force. Alors, on peut regretter évidemment que la démocratie n'ait pas eu le dernier mot ici, mais je pense que nous sommes là dans une vigilance absolue, dans une vigilance souhaitée, imposée par les circonstances, parce que ce coup d'État, ça pourrait vouloir dire que nous sommes maintenant dans une autre phase où, à nouveau, pour la course aux matières premières, il faut qu'on déstabilise les États africains. Donc, moi, je voudrais que nous puissions réfléchir profondément sur ces questions. Mais est-ce que les dirigeants qui sont au pouvoir dans nos pays en général ne créent pas eux-mêmes cette situation? Quand, une fois vous êtes au pouvoir, vous voulez vous maintenir, quelles que soient les circonstances, on passe par des modifications des constitutions, par des élections truquées. Voilà, il y en a qui se sentent lésés dans cette façon de faire. Bon, on ne justifie pas ce qui se fait, mais quelque part, est-ce que ceux qui sont au pouvoir ne créent pas un peu la situation? Mais en tous les cas, il y a une loi naturelle qui semble vraiment s'exprimer, à savoir que qui tue par l'épée périt par l'épée. Je crois savoir qu'ici, nous sommes dans une logique intrinsèque qui voudrait que quand on arrive au pouvoir par un coup d'État ou quand on accède au pouvoir par les armes, il y a beaucoup de chances que justement on en soit écarté par les mêmes moyens et les mêmes méthodes. Alors, cela étant, moi je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous, Africains, nous devons nous ressaisir et nous devons absolument faire valoir le principe de l'alternance politique, que celui qui est dans l'opposition ne se sente pas lésé, mais qu'il puisse exercer son droit à l'opposition de manière tout à fait institutionnelle, de manière tout à fait normale. Et alors, à ce moment-là, je pense que chacun sachant qu'il a une chance d'arriver au pouvoir par des échéances régulières, eh bien, ça nous permettra de réduire d'autant les menaces qui pèsent sur nos pays par rapport à ces coups de force. Et vous avez été candidate à l'élection présidentielle, admettons que vous eussiez été élu, et puis voilà, une situation comme celle-là se présente, Bozizé qui fuit chez vous en tant que président de la République démocratique du Congo. Vous l'auriez reçu ? Mais vous savez, l'hospitalité africaine, c'est quand même un droit, je pense, inaliénable. Maintenant, dans quelles conditions est-ce qu'on peut recevoir une famille? Dans quelles conditions peut-on recevoir un chef? Bon, je crois que cela dépend aussi des relations qu'on a pu nouer avec les uns ou les autres. Alors ici, je ne sais pas très bien quels sont les dessous des cartes, mais je suppose que c'est un transit et que bientôt nous aurons des éclaircissements, à moins que vous en ayez.
Mais non, je n'ai posé simplement qu'une question. Il n'est pas reçu en République démocratique du Congo. Nous apprenons qu'il est au Cameroun pour le moment. Il a été reçu au Cameroun. Mais c'est sa famille, par contre, qui est reçue en République démocratique du Congo. Donc, je me dis, vous étiez au pouvoir. En termes d'hospitalité, ça ne vous aurait posé aucun problème de recevoir la famille Bozizé. Mais si la famille Bozizé a demandé immédiatement l'asile politique, alors à ce moment-là, c'est la responsabilité du HCR qui est en jeu. Donc, je pense qu'il faut d'abord examiner. Et vous ne prendriez pas en charge en tant que gouvernement une telle famille, si je comprends très bien. Mais je ne sais pas si la demande a été faite, mais en tous les cas, prendre en charge... Vous avez parlé de la solidarité africaine. Oui, mais la solidarité africaine, c'est d'abord accepter que quelqu'un puisse avoir un passage, que la personne puisse ne pas être menacée. Mais maintenant, s'il s'agit qu'un gouvernement puisse prendre en charge une famille dont le leader a été écarté du pouvoir, mais je pense que le Parlement aura à se prononcer. Ce ne sont pas des décisions qui doivent être prises comme ça à la légère. Et je me souviens d'une petite discussion avec des gens qui me faisaient remarquer, d'ailleurs, surtout en apprenant que je faisais une émission avec vous, me disaient, mais on est au mois de mars, mois de la femme, mais apparemment, au Congo, on oublie un événement majeur également qui a trait au mois de mars. C'est peut-être un anniversaire triste pour vous, mais il s'agit justement du décès du président Kasavubu. C'était un certain 24 mars, si je ne m'abuse. Je ne sais pas si vous confirmez. C'est exact. Alors, est-ce que maintenant, quand on voit le traitement qui est réservé un peu à cette date, vous êtes choqué ou bien, quelque part, vous dites, bon, c'est normal Mais d'abord, je suis attristée. Parce que ça ne relève pas simplement d'un gouvernement, d'un leadership national, mais ça relève aussi d'une conscience nationale. Et la conscience nationale, la conscience s'entretient. La conscience s'entretient, mais ça vous démontre bien que lorsque on a brandi devant l'opinion des monuments, lorsque on a brandi devant l'opinion des mausolées, ça veut bien dire que tous ces faits et gestes n'avaient pas visé comment dirais-je, le rassemblement. Ça n'avait pas visé la concorde nationale, mais que ça a été fait pour des moyens électoralistes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que d'un côté, on puisse dire oui, nous pensons à Kasavubu et on érige des monuments, et que de l'autre côté, la date anniversaire de sa mort, ça passe comme vraiment un non-événement. Donc c'est là qu'il faut s'interroger. Qui dirige la République démocratique du Congo? Qui a la conscience de l'histoire de ce pays? Ce sont des interrogations qu'il faut Mais d'aucuns vous répondront que la date anniversaire de la mort de Mobutu aussi, on n'en parle pas trop. Hein? Oui, mais je pense alors que c'est récent. Oui, mais écoutez, je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Or, je peux le dire. Ce n'est pas parce que c'est mon père, mais je crois quand même que Joseph Kasavubu n'a pas démérité de la nation. Que c'est un homme politique honnête qui a vraiment démontré des capacités de bonne gouvernance qu'aucun chef d'État après lui n'a pu démontrer. Et même cela, ça n'a pas suffi pour qu'on puisse lui rendre justice en commémorant la date anniversaire de sa mort. Et donc là, moi, je suis attristée, mais je suis aussi révoltée. Et quoi, en conclusion, concrètement, vous demandez quoi, un jour férié ou, je sais pas, bon, c'est... Mais vous savez que ce sont... vous êtes libre hein, de le demander aussi. Hein, mais ce sont les parlements nationaux qui statuent sur ce genre de situation. Ben, le Parlement vous écoute, il vous suit, je ne sais pas si vous avez je crois qu'ils doivent démontrer qu'ils sont dignes de la confiance que la population a placée en eux, c'est-à-dire de prendre leurs responsabilités. On honore qui? On fête qui? Mais qui a compté pour ce pays? Qui a libéré ce pays? Est-ce que vous irez aux États-Unis et est-ce que vous pourrez constater là-bas qu'on néglige Lincoln, qu'on néglige George Washington? Ce sont des choses inadmissibles, ça ne se fait pas. Mais au Congo, ça se fait. Qu'on ne s'étonne pas pourquoi ce pays est vraiment dans une descente aux enfers. Nous sommes peut-être en train de payer justement des fautes graves que nous avons commises. Parce que nous avons négligé nos aînés. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, peut-être, ce n'est pas un oubli volontaire et que ça soit dû peut-être à la façon dont on est décédé, hein, excusez-moi du terme, donc on ne va pas faire une hiérarchie de... peut-être parce que quand vous le dites, évidemment, vous faites de la comparaison par rapport à Lumumba, par rapport à Laurent-Désiré Kabila. Est-ce que vous ne pensez pas que eux, c'est dû peut-être au caractère beaucoup trop tragique
Et puis, on pourrait peut-être associer à cela au caractère un peu beaucoup plus bouillant de ces deux personnalités, comparé peut-être au président Kasavubu qui était calme, qui était, disons-le, en tout cas beaucoup plus technocrate et ainsi de suite. Non, vous savez que la souveraineté d'un État, la conscience d'une nation, ça transcende les clivages politiques et les clivages tribaux. Donc ici, nous avons affaire justement à des tendances tribalo, ethno-partisans. Et donc, moi, je m'insurge contre cela parce que la nation n'a pas à statuer sur des affinités tribales ou partisanes, mais la nation a à statuer et à reconnaître les mérites de ceux qui l'ont fondée. Et donc, je crois que Joseph Kasavubu n'a pas eu jusqu'ici le traitement qui lui revenait, et je crois que il y a une justice naturelle qui fait que notre pays est en train de payer spirituellement aussi des fautes graves. Vous savez, lorsque Dieu donne la terre à un peuple, eh bien, il faut honorer cette terre comme il se doit. Et on honore justement ceux par qui Dieu a donné la clé. Et pour le Congo, Dieu a donné la clé à Kasavubu. Et si on ne reconnaît pas Kasavubu, on ne lui rend pas l'hommage qui est le sien, qu'il mérite, eh bien qu'on s'attende justement à ce que ce pays n'évolue pas. Ah, parce vous maudissez les Congos là? Non, pas du tout. Moi, je crois que le Congo aujourd'hui cherche justement à se maudit lui-même. Mais je crois que le Congo n'a pas conscience justement de sa valeur. Le Congo n'a pas conscience de ce qu'il représente sur l'échiquier mondial. Et donc je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité des hommes politiques, c'est justement de savoir trier les valeurs prioritaires, de savoir mettre une échelle de valeurs de manière à ce que nous puissions exactement avoir les références dont notre population a besoin, que notre jeunesse puisse se capitaliser autour de sa propre histoire de manière à pouvoir construire son destin. Notre jeunesse et le peuple congolais en général doit capitaliser par rapport à son histoire de manière à construire son destin. Très belle parole de Madame Kasavubu, et que cela soit dit en passant. Alors, revenons un peu à l'actualité. On ne peut pas passer outre l'affaire Bosco Ntaganda. Vous êtes en tout cas parmi les personnes qui ont suivi cette affaire à la télé ou même sur Internet. On a vu Bosco Ntaganda, mais ce que les gens ont pu retenir de tout ça, c'est que voilà un général congolais qui se présente comme né au Rwanda, grandi au Congo, mais qui ne saisit pas ou qui ne met pas en valeur une seule langue congolaise. Mais vous savez, je crois que la vérité est déjà là. Et je pense que les magistrats de la Cour pénale internationale auront simplement à faire leur devoir, je dirais, de la manière la plus limpide, parce que qu'est-ce qui se révèle de l'attitude de M. Ntaganda lors de la première audience? Il est né au Rwanda, mais il ne parle pas lingala, il désire s'exprimer en Kinyarwanda. Mais tout le monde sait que l'armée congolaise, ou du moins les parties de notre armée nationale qui ont été infiltrées par les rébellions qui ont été organisées par Bosco Ntaganda et les siens, eh bien, relevaient d'un haut commandement unique. Et nous savons très bien que lorsqu'on se souvient que, par exemple, le général Mbouza Mabé, qui est un des nôtres, lorsqu'il a voulu mettre de l'ordre dans la maison, eh bien, le haut commandement, par la personne de Joseph Kabila, l'a limogé, l'a déplacé. Pourquoi? Parce qu'il voulait mettre de l'ordre. Mais nous avons observé que les Ntaganda et les Nkunda Batware, eux, ont pu opérer tout à fait simplement. Alors, d'autres vous diront qu'on l'a aussi relevé de là, mais il n'a pas voulu. Lorsqu'il dit qu'il parle que le Kinyarwanda et qu'on sait que son commandement relevait de Kabila, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'il s'exprime en Kinyarwanda avec Kabila, le chef direct de tous ceux qui ont été... ça, c'est vous qui concluez comme ça. Mais écoutez, c'est une analyse qui s'impose. Ce sont des faits. Moi, je n'invente rien. Vous avez observé les images comme nous. Et donc, s'il ne s'exprimait qu'en Kinyarwanda, ça veut dire qu'il s'adressait en Kinyarwanda à la haute hiérarchie, comme on aime dire chez nous. Donc, j'aimerais savoir si la haute hiérarchie s'exprimer dans une autre langue pour que Ntaganda puisse comprendre les ordres ou les contre-ordres qui ont été exprimés. Et au niveau de sa reddition, ça vous a renseigné quelque chose? Parce que, écoutez, vous êtes dans la diaspora. Très souvent, les politiques de la diaspora sont au fait de beaucoup d'informations. Ils ont leur réseau d'informations. Est-ce que vous avez une autre information quant à la reddition de Bosco Ntaganda?
Mais écoutez, c'est trop limpide pour que ça ne soulève pas justement des interrogations. Moi, je vois très mal comment Kagame peut laisser aller vers une ambassade d'une grande puissance une personne qui, par ailleurs, auparavant, avait bénéficié de la protection et de Kabila et de Kagame. Parce que lorsqu'il était question d'arrêter Taganda lors d'une antérieure phase, eh bien Kabila avait dit mais non, il n'est pas de chez nous, il est rwandais, il était au Rwanda. Alors aujourd'hui, on dit que non, il est congolais, il se rend. Mais c'est un jeu de cache-cache qui se passe entre le pouvoir à Kigali et le pouvoir à Kinshasa. C'est ça que ça soulève comme impression. Et donc moi je dis, en quoi consisteraient ces jeux de cache-cache? Parce que là, on ne comprend rien. Mais parce que nous à votre avis, parce que, bon, quand vous le dites, c'est-à-dire que vous avez déjà au moins des idées bien, écoutez, bien claires. Kagame, de toute façon, a besoin de gagner du temps. Parce que les rapports qui ont été publiés et qui statuent qu'il soutient les rébellions en République démocratique du Congo sont des faits établis. Et donc, il a besoin de gagner du temps pour aménager une stratégie pour lui. Et donc, on livre finalement un lampiste alors qu'on a des comptes à rendre. Et je dirais la même chose mais du côté justement, congolais. Dans ces comptes à rendre, vous ne pensez pas qu'il aurait dû avoir beaucoup plus peur que c'est... Parce que si cet homme-là parle... Mais non, voilà, savez, les montagnes peuvent être déplacées de ce côté-là. Vous savez, il a pratiqué M. Tony Blair, il a pratiqué les anglo-saxons, il sait très bien quelle est la logique ou la dynamique qui se dégage lorsque les leaders occidentaux vous courtisent. Et il faut reconnaître qu'il a été courtisé ces dernières années et il sait très bien par donc il n'est pas encore à votre avis? Oh, mais je pense que, vous savez, l'opinion nationale des pays concernés ici en Occident est en train de s'éveiller. Et ici, on ne badine pas avec l'opinion nationale. Et donc, je pense que Kagame a bien conscience que son jeu de cache-cache, son fonds de commerce basé sur le génocide de 1994 ne pourra pas perdurer et que le moment est venu de changer la batterie de place. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et donc, en livrant un lampiste, on gagne du temps parce qu'évidemment, toutes comment dirais-je, tous ceux qui sont concernés par cette information focalisent l'attention là-dessus et pendant ce temps, Kagame peut réaménager sa monture. C'est ce qu'il cherche. Mais je pense qu'aujourd'hui, les milliers et les millions de morts que nous avons à déplorer en République démocratique du Congo ne doivent pas être des morts en vain. Mais le départ des Tangandais, quand même, ça donne une chance à la paix, c'est pas votre avis? Mais comment est-ce qu'on peut construire la paix avec les armes? Parce qu'évidemment, ce sont des gens qui se sont exprimés par les armes. Ils n'ont pas eu d'autre langage jusqu'ici. Et donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut construire la paix avec des gens dont le leitmotiv et les méthodes ont été dictées par la force. Voilà, nous sommes donc dans votre émission Questions-Réponses. Nous recevons Madame Justine Poyo Kassavubu, et donc opératrice politique ici dans la diaspora. À Kinshasa, on parle de plus en plus, et ça continue, des négociations, que dis-je, pour renforcer la cohésion nationale. Nous avons ouï dire que la diaspora pourra participer et que vous avez été aussi contacté par personnes interposées. Vous confirmez? Mais écoutez, moi je ne peux rien vous confirmer pour la simple raison que, évidemment... Mais vous pouvez dire non, je n'ai pas été contacté. Il y a une grande effervescence. Non, moi ce que je souhaite dire ici par rapport à cela, je pense que les Congolais n'ont pas conscience justement des enjeux. Parce que quel est ce dialogue qu'on peut organiser aujourd'hui alors qu'il y a un contentieux grave, un contentieux électoral gravissime, c'est-à-dire la vérité des urnes, et donc les résultats des élections. Et vous pensez que la vérité des urnes ne peut pas se résoudre dans un dialogue, à votre avis? Mais vous savez, ce dialogue d'abord, il est en train de s'organiser comment? Qui est en train de convoquer ce dialogue? Et qui seront les intervenants? Qui seront les participants? Je pense que c'est là. Et d'ailleurs, on n'a pas encore recensé la population congolaise. Qui est congolais? Qui ne l'est pas? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille dans un énième dialogue où des non-congolais viendraient s'exprimer pour faire aboutir des schémas qui ne sont pas la volonté
volonté du peuple congolais. Je crois qu'aujourd'hui, le Congo doit se réapproprier son destin et son identité. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est même une redondance parce que je me souviens vous avoir posé la même question, donc je constate que depuis ce temps-là, en tout cas, votre position n'a pas évolué. Mais pourtant, au niveau de l'opposition, il y en a qui sont partants pour voilà, des concertations. Mais vous de cette savez, nature. non, je crois qu'il faut vraiment être sérieux, encore une fois, ici, et se rendre compte que on ne peut pas aller dans un dialogue en disant oui, on fait l'impasse sur le contentieux électoral. Il faut quand même qu'on nous donne des réponses précises sur le contentieux électoral. Le Congo n'est pas n'importe quel pays. Je préfère vous le redire ici. Nous sommes au cœur de la géopolitique internationale. C'est un pays très important. Nous sommes presque plus importants même que l'Afrique du Sud. Il ne faut pas se leurrer. C'est un pays sur lequel le monde compte parce que c'est un pays qui regorge de ressources dont l'humanité a besoin. Et donc nous ne pouvons pas, nous, brader cette importance-là en allant dans des dialogues comme on irait dans un folklore. Ben oui, mais cette importance-là, c'est une importance relative du oui, moment mais avec quels acteurs? On ne peut pas construire l'avenir du Congo avec des tricheurs. Écoutez, je suis désolé, on ne peut pas le faire. On ne peut pas. Voilà, mais les Américains disent lorsque tout le monde est dans l'erreur, souvent la raison c'est celui qui est le plus fort. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pouvait aussi vous donner une matière à réflexion? Non, je pense qu'on ne résout pas un problème de la violence en y ajoutant encore de la violence. On ne peut pas résoudre la tricherie en trichant soi-même. Je pense qu'il faut d'abord dégager des règles claires, des principes clairs. Et nous avons des principes, nous avons des règles claires. Je crois qu'il faut s'y conformer de manière à ce que le peuple congolais puisse trouver son compte. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vois beaucoup d'agitation, je vois beaucoup d'excitation, mais je ne vois aucun souci de remettre les principes à l'ordre du jour. Et les principes, c'est quoi? C'est d'abord la vérité, c'est d'abord la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que le Congo doit se gouverner et que les Congolais doivent se réapproprier leur destin. C'est eux qui doivent désigner qui peut effectivement donner un sens à notre destin national. Et cette décision a été rendue par le peuple congolais qui s'est exprimé au mois de novembre 2011. Alors, qu'on me dise, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est certainement, ils vont vous répondre. Donc, nous, dans Questions-Réponses, notre rôle, en tout cas, c'est de faire parler les gens, de discuter, d'échanger sur les enjeux politiques, économiques et sociaux en République démocratique du Congo. Le Congo a été, selon le récent rapport des Nations Unies, en tout cas l'indice de développement humain, le dernier disons, de tous les pays du monde. Vous étiez à la place des gouvernants, vous auriez pu mieux faire, à votre avis? Mais certainement, parce que d'abord, nous n'aurions pas laissé s'implanter dans notre pays une culture de la tricherie, une culture de la mauvaise gouvernance, une culture du mépris, une culture qui bafoue les droits de l'homme. Et donc, nous n'en serions pas là, parce que ce sont tous ces facteurs qui ont fait que le peuple congolais n'a pas pu se redresser, n'a pas pu capitaliser sa soif d'innovation, sa soif d'entreprendre, et c'est ce qui explique justement la déliquescence de ce pays. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est la conséquence logique d'une mauvaise gouvernance doublée par une tricherie qui s'est installée dans notre pays et dans nos institutions. Un autre fait d'actualité, hein, peut-être qu'au moment où on va diffuser cette émission à Kinshasa, ça sera peut-être plus de l'actualité du passé. Il y a un phénomène, il y a un truc qui s'est passé à Lubumbashi, où 500 personnes armées de machettes, de flèches, de fusils, excusez-moi, ont pris d'assaut les rues de la ville de Lubumbashi. Il semble que ce sont des Maïmaï Kata-Katanga, qui réclamerait l'indépendance de la province du Katanga. On vous accuse aussi de ces velléités-là au niveau de la province du Bas-Congo, du Congo central. Finalement, vous pensez que ces genres d'événements peuvent aussi se produire dans le Bas-Congo? Mais je pense que d'abord, la première leçon à tirer, c'est de comprendre le message qui est adressé aux autorités de notre pays. Je crois que prendre d'assaut une ville comme Lubumbashi, qui est réputé le fief de qui l'on sait, hein? Bon, c'est quand même un message qui est d'abord envoyé à celui qui se croit en sécurité dans cette ville, ou dans cette région, ou dans cette zone. Et donc, moi, je dis que c'est aussi l'expression du peuple congolais qui en a assez
d'une situation en déliquescence qui n'en finit pas. Et donc moi, j'aimerais que nos autorités puissent comprendre que c'est un message qui leur est adressé. Mais d'autres pensent que c'est des trucs organisés par les opérateurs politiques à Tanguay. Ah mais écoutez, alors à ce moment-là, il faudrait voir maintenant la légitimité des uns et des autres. Qui fait quoi, quand, comment, pourquoi et pour qui. Donc, moi, je m'interroge encore une fois sur cette situation et j'ose dire ici que ce sont des événements qui ne doivent pas être pris à la légère parce que il y va d'abord de l'intégrité territoriale de notre pays, ça se passe au Katanga, mais il y va aussi de la réhabilitation de nos institutions. Donc, une vigilance citoyenne s'impose. Lors d'une précédente émission, lorsqu'on parlait de la scientologie, vous êtes définie comme étant une catholique. Enfin, vous fréquentez aussi les autres églises. Je suis chrétienne. Mais vous êtes chrétienne, mais voilà, je ne sais pas, on ne va pas entrer peut-être dans des considérations beaucoup plus particulières pour savoir si vous êtes catholique ou protestante. Mais on a cru à un certain moment, cette année, qu'on aurait un nouveau pape. Disons un pape africain, je vous l'ai dit. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez été de ceux qui ont déchanté, mais on a François, hein, le pape François. Est-ce que ça vous renseigne quelque chose par rapport à l'Afrique? Est-ce que cet homme-là pourra faire quelque chose que Benoît XVI ou que Jean-Paul II n'ont pas pu faire? Non, je pense d'abord qu'il faut rendre grâce justement au collège des cardinaux qui ont envoyé, je pense, c'est mon interprétation, un message très clair au monde entier. C'est-à-dire qu'il est temps qu'on remette un petit peu l'homme au cœur des préoccupations. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal qu'il y ait toujours une minorité de gens qui guident le monde et qui s'enrichissent éternellement et continuellement et que la masse des pauvres puisse s'agrandir. Et donc là, je crois que c'est un message pour dire que, à l'image de Saint François d'Assise qui a abandonné la richesse de sa famille pour secourir les pauvres, eh bien, c'est un message pour dire tout simplement qu'il est temps qu'on puisse redistribuer les richesses de manière équitable. Je dirais que c'était presque un choix social que d'avoir désigné le pape François. Donc pour moi, ça me réjouit. Et pour l'Afrique et pour le Congo, vous pensez que cela pourrait avoir quelques petites conséquences positives, bien entendu? D'abord, c'est un homme du Sud et je pense que dans son pays d'origine, l'Argentine, il a quand même démontré des qualités de proximité avec les plus démunis. Et je pense aussi que c'est un exemple qu'il expose pour que d'autres puissent suivre ce chemin-là et que surtout les dirigeants de ce monde puissent un tout petit peu penser aux plus démunis et aux plus défavorisés. Donc je crois que c'est un message d'encouragement. C'est aussi une exemplarité que nous aurons à accompagner, mais c'est certainement, je dirais, une reconnaissance justement de l'hémisphère sud de notre planète. Exemplarité au niveau de François, du pape François, mais exemplarité aussi au niveau de Benoît XVI qui a démissionné ses 100 ans dans les limites en tout cas de ses forces pour accomplir la mission de la conduite de l'Église. Mais en Afrique, au Congo en particulier, le mot démission n'existe pas dans les vocabulaires politiques. Non, Comment ça s'explique? Non, je crois que là, justement, nous avons une leçon magistrale de ce que nous pourrions appliquer justement en politique. Nous avons donc un pape qui a démissionné et qui montre que... Alors qu'il est à la tête d'au moins 2 milliards de personnes, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire qu'il avait conscience qu'il avait une mission à accomplir, non pas pour lui, mais pour un peuple. Ça veut dire qu'il avait la conviction qu'il était là au service d'un peuple, qu'il n'était que l'instrument utilisé par Dieu pour conduire son peuple. Et que donc, lorsque cette capacité ne peut plus être assumée de manière optimale, eh bien, on laisse la place à la relève. Et c'est donc, en fait, en d'autres mots, le principe de l'alternance politique. Et donc, le pape Benoît XVI a démontré que lorsqu'on doit servir, et on doit pouvoir aussi appliquer les principes de ce service. Or,
un des principes fondamentaux pour qu'un peuple puisse se retrouver à travers ses dirigeants, c'est de voir que l'humanité avance et c'est de voir que le destin avance et qu'un homme politique ou un homme d'église n'est pas là pour bloquer la marche d'un peuple vers son destin et sa prospérité, mais au contraire qu'il est un maillon qui doit à un moment donné faciliter la tâche. Et je dirais que Mandela a fait exactement la même chose. Oui. Voilà un homme d'État qui était au service. À votre avis, en République démocratique du Congo, si je vous pose une question comme ça, un peu à la volée, qui sont en âge de démissionner en politique? Mais écoutez, d'abord la démission, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'abord de conviction par rapport à la mission dont on a été investi. Or, lorsque on n'est plus en mesure de remplir ces missions, l'âge joue aussi. L'âge peut jouer, mais ce n'est pas le déterminant. C'est un élément important, mais ce n'est pas un élément déterminant. Or, l'élément déterminant ici, c'est prendre conscience si l'on est capable ou non de continuer à assumer une fonction, de continuer à remplir sa mission. Or, ici, nous avons eu la démonstration. Et dans le paysage congolais, vous ne trouvez pas des gens qui ont des missions comme ça, mais qui, malheureusement, on sent que peut-être qu'ils ne le font pas et qui doivent démissionner, qu'ils soient jeunes ou vieux, bien entendu. Écoutez, moi, j'ai démissionné. Ce n'est pas parce que je suis ici devant vous. Moi, j'ai démissionné de mes fonctions en 1998. Et c'était un message aussi que j'avais exprimé vis-à-vis du président Laurent Désiré Kabila. Vous dites peut-être que maintenant, c'est un coup d'épée dans l'eau, alors. Mais écoutez, je crois que d'abord, les convictions, c'est une échelle de valeurs que l'on a. C'est une conscience nationale que l'on a et qu'on ne galvaude pas par rapport aux circonstances des uns ou des autres. Je crois que quand on a la conviction dans une mission, eh bien, on agit par rapport à sa conscience. Et la conscience est non négociable. C'est une dimension qui concerne l'homme, et rien que l'homme par rapport à son avenir, par rapport à son passé, par rapport à son Dieu, si toutefois il est croyant, mais en tous les cas par rapport à ses convictions. Et donc moi, je n'ai pas hésité à démissionner dès lors que j'ai senti qu'on ne conduisait pas le peuple congolais dans la voie souhaitée par ce peuple. Voilà, merci Madame Justine Poyo Kasavubu, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je ne sais pas si vous avez peut-être un dernier mot. Il y a un truc que je n'ai pas pu, une question que je n'ai pas pu vous poser, mais qui vous est en tout cas cher, que vous vouliez peut-être. Mais écoutez, je pense d'abord que les Congolais doivent prendre conscience de la valeur de leur pays, mais je dirais aussi que j'interpelle les dirigeants actuels. Nous avons un président de l'Assemblée nationale. Lorsque on prend la responsabilité de gouverner par défi, lorsque on prend la responsabilité de bafouer les principes du droit, lorsqu'on prend la responsabilité enfin de négliger la volonté du peuple congolais, c'est une lourde responsabilité. Et je pense ici pouvoir dire aux uns et aux autres qu'il y a une fin à toute entreprise, que tout peut évoluer. Il suffit de voir ce qui s'est passé dans les pays voisins. Je pense qu'on ne peut pas imaginer un seul instant qu'on reste éternellement au pouvoir. Et donc, il faut pouvoir se rendre compte que les choses changent et qu'il arrive toujours un moment où les choses basculent. Et donc, aux uns et aux autres de savoir ce qu'ils ont à faire. Mais en tous les cas, moi j'aimerais dire ici que tant que le Congo sera le Congo, nous ne négocierons pas l'intégrité territoriale de notre pays. Je m'y engage, comme mon père s'y était engagé en tant que président de la République. Mais il était fédéraliste quand même, votre père. Mais c'était l'intégrité du Congo. Ce n'était pas l'implosion ou la balkanisation du Congo. Loin de là. Au contraire, il a milité et il a œuvré pour que le Congo reste uni, pour que les Congolais restent unis dans la concorde et dans l'unité. Et je pense que c'est cette unité aujourd'hui que nous devons rechercher aussi en Afrique. Parce que nous n'avons pas parlé aujourd'hui de la dimension de l'Union africaine. Et je crois que cette Union africaine ne doit pas rester simplement un fantasme politique, mais nous devons y donner du contenu. Et le Congo a un grand rôle à jouer au sein de l'Union africaine aujourd'hui. Et c'est demain le Congo qui devra, au contraire, attirer vers lui
d'autres pays en difficulté, parce que c'est ça le rôle Guillaume du Soro Grand l'a dit Congo. à Kinshasa. Voilà, merci à Madame Justine Poyo-Kasavubu, merci à vous tous, chers Merci. téléspectateurs. Je salue en tout cas tous ceux qui nous suivent à Kinshasa et tous ceux qui nous suivent sur Facebook également, sur www.telechangu.com, la web TV de la culture de l'excellence. Eh bien, je vous retrouve lors de la prochaine édition et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères. Ainsi soit-il, et ce qui est dit est dit.